Sainte Geneviève, patronne de Paris, prie pour notre cité, prends-nous en ta bienveillante protection, et donne-nous de toujours plus désirer le ciel. Attila, le fléau de Dieu, déferle à la tête de ses Huns. L'armée se compose de 500 000 hommes que suivent, dans des chariots cahotants, les femmes et les enfants, soit plus d'1 million de personnes. Ce peuple guerrier et nomade ne se fixe nulle part. Dès qu'une région a été suffisamment pillée, dévastée, on replie les tentes et on part plus loin. Les soldats d'abord, pour tuer, incendier et préparer la place. Viennent ensuite, entassés dans les chariots, les femmes et les enfants. Enfin, les immenses troupeaux volés de juments et de bêtes à cornes, dont le lait et la chair servent de nourriture. Les Huns sont petits, trapus, leur teint est jaune, leur nez aplati, leurs yeux sont bridés. Leurs dents sont limées en pointe pour déchirer plus facilement la viande crue dont ils se nourrissent. Cette viande qu'ils placent sous leur selle pour la rendre plus tendre. Leurs joues sont recouvertes de cicatrices, des brûlures faites volontairement pour les aguerrir au cours de leur adolescence, et aussi des traces de blessures reçues pendant les combats. Ils passent la plus grande partie de leur vie à cheval, même la nuit. Souvent, ils dorment la tête appuyée sur l'encolure de leur monture. Leur chef, Attila, possède au suprême degré le génie de la guerre. Sur son chemin, ce ne sont qu'incendies, ruines et dévastations. Il aime à répéter lui-même que l'herbe ne repousse plus là où son cheval est passé. Sa vie est rude, simple. Il partage équitablement entre tous ses guerriers les bijoux et les trésors pillés. Mais jamais la fortune n'amollit son courage et ne change son genre de vie. C'est un païen, un lourd païen qui n'adore que son épée. On dit qu'il a parfois des gestes touchants de pitié. Peut-être eût-il été bien différent s'il avait connu notre loi de charité. En une nuit, sans que rien puisse le laisser prévoir pour cette année, ce peuple en marche franchit le Rhin. Les troupes soigneusement regroupées et cachées dans la forêt proche de Cologne et de Mayence agissent par surprise, lancent à la nage chevaux et cavaliers poussant canaux de cuir et radeaux, sur lesquels s'entassent becs, gens et matériel. Tout le monde se retrouve quelques heures plus tard sur la rive gauche du Rhin. L'armée se reforme, poussant ses cris de guerre. Elle sème la terreur et la panique parmi les paisibles populations des bords de la Moselle. Rapidement, les barbares atteignent Trèves, l'une des plus grandes villes de l'Empire romain. Attila demeure sourd aux demandes de paix qui lui sont faites. Cela prendrait trop de temps et il faut faire vite. On incendie, on tue, on pille. La ville est complètement détruite. Puis c'est le tour de Tongres, plus au nord. Le samedi saint, les Huns sont devant Metz. Les habitants, affolés, ne savent pas qu'ils doivent se défendre ou se rendre. Qu'importe, leur sort est le même. En quelques heures, il n'y a plus que ruines et larmes. Poursuivant sa route sanglante, l'armée d'Attila traverse la Champagne. À Reims, l'évêque Nicaise se porte au devant de l'envahisseur pour tenter de les fléchir. Il est rapidement massacré. Les villes de Saint-Quentin et de Lens sont aussi détruites. Auxerre, qui pleure la mort récente de Germain, subit le même sort. Troyes ne doit son salut qu'au courage et à la sainteté de son évêque Loup, dont l'attitude inspire le respect à Attila. Jusqu'où cette armée va-t-elle continuer sa marche victorieuse? De quel côté va-t-elle se diriger? Tout porte à croire que les Huns convoitent Lutèce, ville riche dont l'importance militaire est grande en raison de sa situation sur la Seine. Ensuite, ils se dirigeront sans doute vers le sud pour gagner l'Aquitaine en passant la Loire à Orléans. Chaque jour, de nombreux réfugiés descendant la Seine débarquent dans l'île. Serrant contre eux le précieux ballot sauvé du pillage, ils sèment la panique parmi la population en racontant les scènes d'horreur dont ils étaient les témoins. Beaucoup ne font qu'une halte et partent plus loin dans la crainte que les Huns ne les suivent de près. Les Parisiens s'inquiètent.
envoie des courriers aux nouvelles. Elles sont mauvaises. Colportées de bouche en bouche, elles se déforment, s'aggravent. Les uns approchent. Demain, ils seront là. Que faire? Fuyez, ne restez pas là, conseillent les réfugiés en réembarquant. Cet avis semble sage. Certes, abandonner la cité, c'est la condamner. S'ils peuvent un jour y revenir, ils ne trouveront plus que ruines, et les Parisiens hésitent devant une telle éventualité. Cela n'est-il pourtant pas préférable à un massacre général? Les avis sont partagés. Déjà, quelques convois se forment, on prépare les barques sur lesquelles on entasse ce qu'on a de plus précieux. Mobilier, argenterie, vêtements, couvertures, etc. Les plus craintifs embarquent déjà et fuient avec leurs femmes et leurs enfants. C'est l'exode. Au palais du gouverneur, on discute toujours. Ah, si l'on pouvait connaître les projets d'Attila. Non seulement il faut partir, dit-on, mais il faut encore organiser l'évacuation de toute la population. Est-on sûr, cependant, que les uns convoitent Lutèce? Seule, confiante, au milieu du désarroi général, une femme reste calme, veille et prie. C'est Geneviève. Pourquoi ne pas la consulter? Que pense-t-elle de tous ces événements? Ce qu'elle pense, mais tout d'abord, qu'il faut avoir confiance en Dieu. Sa vie austère lui a forgé une volonté de faire, mise au service d'une foi inébranlable. Elle veut sauver Lutèce, elle croit à la puissance de la prière et de la pénitence. À tous, elle donne ce conseil. Priez, faites pénitence, Lutèce sera sauvée. Mais elle n'est qu'une femme, doit-on la croire? Les hommes qui dirigent la vie de la cité ne sont-ils pas plus savants, plus réalistes? Les femmes, elles, se laissent convaincre. Elles écoutent Geneviève leur recommandant d'imiter Judith et Esther, libératrices de leur peuple. Elles se groupent autour d'elle et organisent une prière ininterrompue à l'église Saint-Jean-le-Rond. Pendant ce temps, les hommes se moquent et continuent à organiser le départ. Les nouvelles, fausses pour la plupart, se font de plus en plus alarmantes.